le Pitch Club. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club, le Pitch Club Mousse. C'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, nous avons un nouveau raconteur de bonnes histoires, en la personne de Paul Taylor. Paul Taylor, bonsoir. Alors c'est la 4e fois qu'on essaye l'intro parce que le micro il fonctionnait pas. Donc c'est parti, c'est la bonne. C'est sûr parti. Ou pas là? Parce que vérifie quand même. Là c'est bon, nous sommes live on stage au Panama Café avec Mousse qui check sur le côté. Alors Paul, comment on pourrait te présenter auprès des auditeurs de ce podcast? Alors je suis anglais, irlandais, ça fait 12 ans que j'habite en France, je suis humoriste, stand-up comedian comme on dit en anglais et voilà. Les médias des fois ils me disent je suis le plus français des Anglais. Bah c'est bien parce qu'avant il y avait Jane Birkin. Oui ouais, effectivement, c'est juste que moi j'ai travaillé l'accent en fait. C'est la seule différence entre nous deux, c'est que moi j'ai travaillé l'accent français. Là tu dis pas les le là, t'inverses pas les si quand même je fais des fautes mais j'ai pas l'accent. Enfin, j'ai pas l'accent stéréotypique britannique et en mode bonjour, je m'appelle Paul comme ci comme ça. Parce que Jane Birkin des fois on a l'impression qu'elle fait exprès, tu vois. Bah c'est ce que beaucoup de gens Ouais, beaucoup de gens, mais je crois qu'en vrai, elle le fait pas exprès. Mais c'est juste qu'elle est arrivée en France. Hein? Je plaisante, bien sûr. Ouais, si t'écoutes ça, Jane. J'adore Jane Birkin, ouais. Jane Birkin écoute ses podcasts, elle adore la voix de Mousse. Venez. Ouais, non, je crois pas qu'elle fasse exprès. C'est juste qu'elle est arrivée en France tard dans sa vie. Et donc, du coup, c'est une fois que t'as déjà tes oreilles formées, ton cerveau formé, c'est compliqué de reprendre des nouveaux accents, je crois, ou d'apprendre des accents si t'as pas l'utilité 100%, tu vois. Elle se fait comprendre, donc elle a pas besoin d'aller voir un orthophoniste ou je sais pas comment t'appelles ça pour vraiment travailler l'accent. Et c'est ce qui fait son charme en quelque sorte. Tellement mignon comment elle parle. Alors on va commencer tout de suite ce podcast en parlant un peu d'une actualité récente. Pendant le couvre-feu, donc confinement saison 2, saison 3, je ne sais plus comment on peut l'appeler. T'avais lancé un concept assez sympathique qui s'appelait les apéros live. Ouais. Alors, raconte-nous un peu comment c'est mis en place, pourquoi t'as fait ça. J'avais commencé à la Sainte-Patrick l'année dernière, le 17 mars, parce que souvent la Sainte-Patrick, je sortais avec un pote écossais et on allait dans les bars irlandais dans Paris et puis on fêtait ça. Sauf que là, on pouvait pas, c'était le premier jour du confinement de l'année dernière et donc j'ai décidé de faire ça un peu en live sur Facebook, Insta et YouTube en même temps. Donc en fait, j'avais 3 téléphones chez moi. Sur les 3 plateformes et donc je faisais un aller-retour entre les trois caméras. C'était le bordel, le son était à chier et puis l'image était à chier et en fait j'avais tellement aimé l'expérience de parler avec le public en direct et de voir les commentaires. J'avais déjà fait beaucoup de live Facebook avant des spectacles. Souvent avant de monter sur scène, j'avais mon live Facebook, mais je sais pas, il y avait un truc que j'aimais bien là-dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça tous les jours à 17h. Donc j'appelais ça à l'époque Live at 5. C'était le nom du truc. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai changé, parce que je crois que je me rappelle plus pourquoi j'ai changé l'horaire. Parce que les gens, ils commençaient à travailler un petit peu. Au bout de quelques mois, donc j'ai commencé à faire ça à 18h plutôt que 17h. Et donc j'ai changé le nom et c'est devenu Happy Hour Live. Et donc j'ai fait ça tous les jours jusqu'à juillet. Et ensuite en septembre, quand on a repris un peu la scène, j'avais mon spectacle 3 fois par semaine, donc j'ai fait 1 fois par semaine c'est Happy Hour Live et j'étais tout seul jusqu'à janvier où j'ai décidé d'inviter des gens. Donc depuis janvier, toutes les semaines, tous les lundis à 20h, il y a un nouvel invité qu'on fait ça ensemble. D'accord. Mais toujours en direct. Est-ce qu'il y avait un modérateur qui t'aidait? Est-ce que tu avais quelqu'un à côté de toi qui te donnait un coup de main pour les questions, tout ça? Non, du tout. C'est moi, je fais tout. C'est genre en anglais, on a la phrase one man band. C'est genre les gars dans la rue où ils ont genre une trompette, ils ont une guitare, ils ont la batterie sur le dos et puis en fait ils sont un groupe de musique à 1. Bah c'est ça. Donc moi je gère toute la technologie, les ordinateurs, le streaming, les micros, les lumières dans le studio et tout. Donc ouais, je gère tout pour l'instant tout seul. Et ça amène beaucoup de problèmes techniques comme on a eu au début là au départ. Ouais, c'est ça, c'est quand tu fais en mode do it yourself comme ils disent en anglais, fais-le toi-même. Oui, mais ça, pour moi, et pour le public, ils me disent c'est un peu le charme aussi. Ils aiment bien quand ça part en couille et ça fonctionne pas. Il y a un problème avec le son, il y a un problème avec la caméra, avec les lights et tout ça, parce que ça donne le truc un peu d'artisanat. Même si à l'image c'est très beau maintenant parce que j'ai investi dans une belle caméra, du bon son et tout ça. Mais donc visuellement ça a l'air très professionnel, mais derrière ça part en couille tout le temps. Donc t'as pris une caméra, genre tu t'es renseigné et tout, ça t'a l'air. Ouais, je suis devenu un geek de caméra et de son.
et de lumière en 1 an. J'ai regardé, je sais pas combien de centaines d'heures de vidéos YouTube de gars qui expliquent les caméras, le son, les lights, et donc c'est comme ça que j'ai créé un peu l'image qu'on voit à l'écran. Oui, parce que c'est un exercice différent. T'as fait des vidéos avant qui étaient produites, et là c'est comme c'est du live, c'est un autre exercice. C'est ça. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience du confinement? Est-ce qu'il y en a certains qui disent ça leur a permis de progresser dans certains domaines, d'autres qui ont simplement rien fait? Et toi, comment tu l'as vécu? Bah moi je l'ai vécu dans le sens où j'ai rien fait pour le stand-up, enfin j'ai rien écrit, j'ai eu aucune idée, j'avais rien de je sais pas, il y avait rien qui se passait, donc du coup j'avais rien à raconter. Mais ouais, je suis devenu beaucoup un geek de caméra, de tout ça, donc j'aime bien jouer avec les setups entre les caméras et tout ça. Donc ouais, je suis devenu c'était un peu mon truc. Je crois que j'en ai fait 110 épisodes de ce truc-là depuis l'année dernière, donc je suis devenu assez calé en technologie en ce qui concerne live streaming podcast. Et en termes de stand-up, je suis pareil. Ah oui. Au niveau du format, tu t'es inspiré de choses qui se faisaient déjà? T'as regardé d'autres humoristes qui faisaient la même chose? Pas trop, parce que personne ne faisait ça en vrai. Il y a des gens qui font des podcasts, genre comme les grands aux États-Unis que tous les humoristes connaissent, Joe Rogan. Des Américains qui font des podcasts, mais là, pour l'instant, je crois que je suis le seul. J'ai pas vu encore quelqu'un d'autre qui fait un truc genre podcast comme là on est en train de faire. Sauf qu'il y a un public qui regarde en direct sur Internet, et donc eux ils contribuent aux questions et puis à la conversation. C'est pas juste une conversation entre trois là dans une cave. Il y a vraiment des gens derrière l'ordi. Et ce que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, c'est que le public qui regarde en direct, ça me permet moi à poser des questions que je pourrais pas poser étant moi-même, dans le sens où il y a 3 semaines j'étais à Dijon au club de foot, donc j'ai tout débarqué mon matériel à Dijon pour interviewer 3 joueuses de l'équipe féminine. Et pendant le live, il y a une femme qui a posé une question. Elle a dit comment les filles elles gèrent leurs règles pendant que un journée de match. Et c'était une question hyper intéressante qui a mené à une discussion vraiment très intéressante là-dessus. Mais si la question était venue de moi, genre un mec blanc qui demande à 3 nanas, genre ouais alors ça saigne pendant le match, comment ça, tu vois, je peux pas en fait. Bad buzz pour Paul Taylor. De ouf. Mais du coup, comme c'était une femme qui a posé la question, j'ai dit bah on a une question de la part de Cécile qui demande comment vous gérez. Et donc du coup ça passe beaucoup mieux. Et donc là, tu viens de dire que tu as fait ce projet-là. C'était dans quel cadre ce que tu viens de faire? Cette avec rencontre avec les l'équipe. Bah c'était en fait comme les lives je l'ai fait depuis janvier avec des guests. Je sais pas, il y a un mec qui travaille à l'équipe de Dijon. En fait, les 3 femmes que j'ai interviewées, c'est 2 américaines et une nigérienne. Donc en fait, elles, leur niveau de français, il est pas ouf. Et le mec qui travaille à Dijon au club, il est chargé un peu une fois par semaine leur donner des cours de français, et il utilisait mes vidéos et mes lives pour leur enseigner un peu le français. Donc il a dit bah si tu veux j'ai 3 joueuses pour toi qui sont internationales, elles sont expats en France comme toi. Est-ce que ça te dit de les interviewer pour ton live? Et je dis grave, moi je pensais qu'elles allaient venir à Paris dans le studio qui est chez ma productrice. Et il a dit ouais c'est peut-être mieux si toi tu descends, parce que c'est compliqué de payer 3 billets de train pour elles, 3 nuits d'hôtel et tout ça, parce que ils ont pas beaucoup de budget. Et donc j'ai eu la chance, j'ai débarqué, je dis bah ouais grave, donc j'ai débarqué avec tout ton matériel avec toi. Ouais, j'avais mes 4 micros, les 4 pieds de micro, mon ordi, une light pour illuminer nos visages, et la tablette de mixage et tout. Donc ouais c'était Et c'était arrosé ou pas? Parce que non. Alors les filles elles voulaient, mais le club voulait pas, parce que du coup à l'image mais en fait le live il est en 2 parties. Il y a une partie qui est gratuite sur YouTube et une partie payante sur une plateforme qui s'appelle Patreon. C'est un peu pour les artistes, pour gagner l'argent. Donc du coup la deuxième partie, là on a bu Ouais, je voulais te parler de Patreon parce que c'est assez obscur pour beaucoup de gens en fait. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est une manière que les artistes puissent gagner de l'argent en proposant du contenu exclusif qui est pas disponible gratuitement sur les réseaux sociaux. Donc moi dans mon cas, il y a des musiciens dessus, il y a des illustrateurs, il y a il y a plein de en fait artistes, c'est même pas des artistes, des artisanats aussi. Si t'es, je sais pas moi, si t'es bref, je donne mon exemple parce que c'est ce que je connais. En fait, ça m'a permis de gagner de l'argent
en disant il y a une première partie qui est gratuite sur YouTube de 1h15 que tout le monde peut regarder et qui reste sur YouTube. Donc parce que le live, l'intérêt c'est que les gens ils regardent en direct, ils peuvent poser des questions en direct, mais du coup le truc il reste sur la chaîne YouTube. Donc la majorité des vues viennent après le live. Et que la deuxième partie, en fait, c'est la même chose, mais avec beaucoup moins de gens. Donc les questions sont plus intimes. Et comme elle est pas disponible publiquement, et bah du coup, le guest que j'ai se lâche un peu. En plus, on a bu une ou deux bières pendant la première partie, donc on est plus relax et ça amène à d'autres conversations. Et du coup, moi ça me permet. C'est un peu comme quand tu fais des live streams sur Twitch où les gens ils te payent de l'argent ou sur YouTube avec des super chats. C'est un peu comme un chapeau entre guillemets, comme on fait de la scène. Sauf que là, bah ils viennent et ils ont du contenu exclusif. Ils ont la deuxième partie du show. Donc c'est un modèle économique intéressant pour des humoristes pour travailler après les heures de spectacle, en dehors des heures de spectacle. Ouais, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui vont mettre du contenu behind the scenes. Tu vois, les making of. Tu vois, si t'es quelqu'un qui fait des sketchs sur YouTube et tu fais ça gratuitement sur YouTube, ouais, t'as de la pub qui vient, mais c'est pas beaucoup d'argent. Et après, ce que tu peux proposer sur ton compte Patreon, c'est pour 3 €, les gens ils peuvent voir les making of de tel truc que t'as fait. Oui, en fonction du prix que tu mets, tu peux, il y a des paliers, c'est ça. Bah en fait c'est à la base c'est un truc mensuel. Donc les gens ils payent 3 balles ou moi j'ai fait 3, 5 et 15. Dépendant du truc. Donc pour 3 € t'as le minimum, t'as la deuxième partie du live. Pour 5 € t'as un live en plus tous les mois qui est exclusif. Et pour les gens qui payent 15, en gros si je fais une vidéo sur YouTube, ils ont accès en avant, genre quelques jours avant je mets ça sur Patreon. Eux ils ont accès à ça avant que je le mette public. Et genre on fait un appel Zoom avec très peu de monde à ce moment-là. Ouais, je crois que j'ai 400 personnes qui me suivent total sur Patreon. Donc c'est 400 personnes payantes, donc ça c'est cool. Et je crois que la moitié c'est sur les 3 € qui sont là juste pour la deuxième partie, et l'autre moitié c'est un mélange entre les gens qui sont super fans aussi et qui veulent me soutenir juste parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Donc là ils auront accès à un sort de salon. Vous êtes très peu nombreux et vous parlez comme si vous étiez ensemble. Là pour le truc Zoom, ouais, c'est ça, ils sont une vingtaine sur le Et comment ça se passe? C'est des délires comment à ce moment-là? Tu discutes, tout le monde échange, tout le monde fait de l'humour un peu, Bah ouais, c'est un peu en fait je le faisais, je vais peut-être arrêter les Zooms parce que ça devient un peu ingérable. Pourquoi? Bah en fait au début c'était cool parce que c'était un truc nouveau et puis les gens ils étaient hyper contents, mais maintenant c'est tous les mois, en fait, comme ils savent un peu ce que je fais parce que je poste ça sur les réseaux sociaux, etc. Il y a pas grand chose à raconter. Et surtout, ce qui est difficile, c'est que moi, je contrôle pas la parole dans le sens où quand je fais mes lives avec un guest ou si je suis tout seul, s'il y a des questions un peu reloues ou cheloues, oui. Je les mets pas à l'écran en fait, donc personne les voit. Sauf que quand t'es dans un Zoom et t'as 20 visages, bah tout le monde peut prendre la parole quand il veut, et des fois ça mène à des trucs un peu la personne va parler longtemps ouais. Et tu fais donc je sais pas si c'est le meilleur truc. Ça a pas énormément de valeur ajoutée pour ces gens-là non plus, donc je vais peut-être trouver un autre truc. Mais c'était une idée que j'avais. Ouais, c'est bien de toujours chercher des nouveaux modèles d'expression, de communication, des modèles économiques, parce que faut pas oublier, t'es un professionnel. T'es un humoriste professionnel, tu gagnes ta vie en faisant. Mais c'est ça, ouais. Puis surtout qu'on n'avait pas la scène, on n'avait rien pendant un an, donc et le truc avec Patreon qui est cool, c'est que en gros, c'est le public qui est ton boss plutôt que une chaîne télé. Parce que si j'avais dit, j'ai ce projet de podcast en direct et j'allais voir, je sais pas, Canal+ ou une chaîne télé. Après c'est eux qui décident qui sont les guests, peut-être. C'est eux qui décident le format, qui disent, il faut que ça fasse 1h15 minutes, pas plus. Et c'est eux qui vont mettre des contraintes de ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, ce que tu peux. Il y a quand tu bosses avec des entreprises, forcément, il y a des contraintes. Et là, c'est, je fais ce que je veux et puis c'est le public qui me paye, en fait. En France, dans les années 90, il y avait beaucoup de radios libres, comme Fun Radio par exemple. Okay. T'as connu cette époque-là? Enfin, je sais pas si t'étais en France à ce moment-là. Non, du tout. Enfin, oui, mais j'ai passé de 91 à 96 en France. J'avais entre 4 et 9 ans.
Ouais, c'est trop tôt. Parce que à l'époque, il y avait une émission sur Fun Radio qui se passait le soir, animée par un mec qui s'appelle Max. Ok. Et qui faisait un peu comme tu fais toi, c'est-à-dire qu'à partir de minuit, il faisait ce qu'il voulait. Ok. Et il y avait beaucoup de gens barrés qui appelaient, des SDF, des gens avec des problèmes dans la vie, tu vois. Il avait créé comme ça une communauté où il faisait le taré. D'accord. Et comme tu disais, il y avait pas ce contrôle au-dessus de lui à ce moment-là. Il était totalement libre de faire ce qu'il voulait. Et c'est ce que j'avais l'impression en fait quand tu faisais tes zooms qu'on recréait un peu cette époque-là, ce concept-là un peu spécial. Oui, c'est un peu ça, mais même le live, tu vois, c'est bon. Après, oui, il y a des contraintes YouTube dans le sens où si tu balances une vraie chanson pendant le truc, bah en fait, tu te fais démonétiser. Il y a quand même des contraintes, mais c'est moins. Tu vois, à chaque fois que j'ai fait des interviews à la télé, c'est tellement pressé. Tu sais, les gens, t'as pas le temps de parler. Non, ils te posent une question et puis au milieu de ta réponse, bah ils reposent une autre. Ouais. Ou ils sont là, les chroniqueurs, juste pour tacler les gens, pour créer du buzz. Et c'est un peu chiant, quoi. J'aime pas les interviews télé. Les interviews radio, ça va, c'est un peu mieux. Parce que t'as un peu plus de temps de dire. Et donc, quand tu peux faire des trucs podcast comme ça. Ouais, et bah, c'est génial parce que, l'intervieweur a le temps de poser sa question. Nous, on a le temps de répondre et, c'est intéressant pour le public. C'est pas juste, genre, oui, alors, on a entendu parler. Et tu fais un truc et t'as 3 secondes pour répondre à chaque question. Le Pitch Club. Alors on va revenir un peu déjà sur ta vie, la vie avant le stand-up, avant les vidéos, avant les lives apéros. Qui est Paul Taylor? Déjà savoir où t'as grandi, parce que tu dis que t'es franco-britannique, enfin non, pas franco. T'as pas les papiers français. Non, je suis pas du tout français et j'ai 0 sang français non plus. Mais il parle super bien français. Mais non, c'est bon, ça fait 10 ans que si à un moment je suis en France, t'es français. Oui, non, mais ouais. Enfin, je raconte ça un peu dans mon spectacle que je me sentirais jamais français parce que j'ai pas les références culturelles que vous avez. Je pense qu'on peut pas devenir français. Sur papier, on peut devenir français, mais je veux dire dans le cœur et dans l'esprit. Non, je crois pas. Si t'es arrivé à 9 ans, oui. Mais si t'es arrivé à 23 ans, comme moi je suis arrivé, t'as des années formatives enfin, toute ton adolescence, si c'est pas vécu dans le pays où tu es, c'est compliqué. Oui, dans l'âme, tu peux te dire, si la France joue le Portugal au foot, eh ben, je suis pour la France, évidemment. Mais si c'est France-Angleterre, si c'est France-Angleterre, il y a pas. Surtout en rugby. Oui. Je sais pas si t'aimes le rugby un peu, mais. J'aime aucun sport parce que je suis gros et puis j'ai la flemme. Mais regardez, je veux dire. En fait, t'es comme Churchill, il disait que le moyen de vivre le plus longtemps, c'était de ne pas faire no sport. Ah ouais, il a dit ça. Ouais. C'est pour la longévité. Ouais, mais comment vous faites pour gérer l'alcool, les cigares et tout il fait no sport. Ah bah lui, lui il était énorme. Mais non, moi je suis pas gros, j'ai juste un ventre à bière, un beer belly comme on dit. Mais ouais, enfin oui, je regarde les 6 nations quand ça passe, si c'est à la télé, mais pas autant que le foot. Le foot, je suis pas hyper fan non plus, mais quand c'est l'Euro ou la Coupe du Monde, je regarde. D'accord. Alors justement, parlons un peu de l'Angleterre. Donc t'as grandi où en Angleterre? Dans plusieurs endroits, dans le sud-est. Sud-est, c'est la plus grande partie. Ouais. C'est comment le sud-est de l'Angleterre? Ouais. Raconte-nous un peu. C'est comme le nord-ouest de la France, parce que ça se touche quasiment. Donc il fait un temps de merde. La Bretagne, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est Blackpool, ça? Non, Blackpool, c'est le nord-ouest de l'Angleterre. C'est en géographie. C'est plus vers le Pays de Galles, on va dire. Quoi, moi? Ouais. Non, c'est ce qui touche la France. Ah oui, c'est la partie en bas. Ouais. Donc t'as la France là et puis donc c'est à l'ouest de Hastings par exemple. Hein? Hastings. Non, Hastings c'est dans le sud mais plus dans l'ouest. C'est là où il y a les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey. C'est ça c'est entre les deux, ouais. En face mais de Saint-Malo. tu prends Londres et tu vas plus vers la pointe. Donc la ville où j'ai passé plus de temps c'est Canterbury, Canterbury. C'est très connu. Ouais, c'est à côté de Douvres. Tu vois, il y a les bateaux qui font Calais Douvres, bah c'est juste à côté, c'est la ville qui est à côté de. Ils ont même fait des gâteaux. Qui ça? Les Canterbury, ils vendent des gâteaux en France. Ouais. Non, là tu parles de Cadbury. Ah mince. Oula, on va couper. C'est drôle. Non, mais c'est parce que c'est une blague que je faisais dans mon premier spectacle. Quand je disais je viens de Canterbury, les Français ils me font là il y a des chocolats et des trucs là-bas. Non, ça c'est une autre ville. Et savoir comment ton enfance, c'est quoi tes premiers souvenirs d'humour? Est-ce que t'as quoi en tête? C'est des trucs à la télé, des gens qui t'ont initié dans ta famille? Benny Hill? Non, Benny Hill, c'est trop vieux pour moi. Mon premier souvenir de stand-up, c'est un mec qui s'appelle Jack D. Et son humour, c'était un peu agacé de tout dans la vie. Et je trouvais ça très drôle. J'avais regardé deux trois spectacles de lui. Il me semble que c'était en DVD ou
À la télé, je me rappelle plus trop. Mais ouais, en vrai, je regardais pas trop de trucs humoristiques pendant mon adolescence. Je sais pas pourquoi. Puisque en fait, le stand-up à la télé en Angleterre, c'est vraiment arrivé en 2009. C'est assez tard en fait comme phénomène. Comme en France en fait. Oui. Assez tard. Oui, mais il y avait toute la partie, enfin, à la télé, mais ça faisait 40 ans que ça existait déjà sur scène quand t'allais dans les comedy clubs et tout ça. Donc il y avait des humoristes de stand-up en Angleterre depuis les années 70. Ouais, depuis avant ça, je crois. Et il y a tout un. C'est là où en France on est juste au début du stand-up en fait. Il y a 3 comedy clubs à Paris. À Paris, en France, il y a 3 comedy clubs parce que il y en a 3 à Paris, qui veut dire qu'il y en a 3 en France, qui veut dire que le stand-up, tu vas à Saint-Pierre-sur-Dive, personne sait c'est quoi le stand-up. Tu vas à l'équivalent de Saint-Pierre-sur-Dive en Angleterre, tout le monde sait c'est quoi le stand-up. Donc on est en retard, oui, mais c'est pas retard. Quand on dit on est en retard, c'est négatif. C'est juste qu'on est au début de l'aventure. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a des clubs de stand-up dans pas mal de villes en Angleterre. Dans toutes les villes, il y a au moins un comedy club ou plusieurs. Et au niveau du style, comment il s'exprime, c'est comme tu fais là, comme tu vas sur scène, tu parles au public, tu donnes ton avis. Ouais, comme on fait ici. C'est juste, c'est plus. En fait, le stand-up là-bas, c'était une contre-culture entre guillemets au théâtre, dans le sens où tu vas au théâtre, t'es un peu riche, t'as 40 balles la place, t'arrives, t'es bien sapé, t'as les chaises en velours rouge et tout ça, et c'était un peu une contre-culture. C'était genre en fait il y a plein de gens pauvres en Angleterre, de la classe ouvrière, des mineurs et tout ça, ils peuvent pas aller, ils ont pas l'argent mais ils ont l'argent de payer 10 balles, aller dans un comedy club, boire une bière et rire avec plein d'autres gens et avec un mec qui fait des blagues en fait, et parce que nous en France, le seul endroit où tu peux jouer du stand-up, c'est dans des théâtres, à part les 4 comedy clubs qui sont là, et des bars et des restos à Paris. Mais si tu vas en tournée, tu peux pas faire une tournée des comedy clubs en France, ça n'existe pas parce qu'il y en a pas. En Angleterre, il y a des gars qui leur carrière c'est faire 20 minutes dans des comedy clubs différents dans chaque ville. Donc ils vont à Manchester, ils font un week-end dans un comedy club, ils jouent le jeudi, vendredi, samedi. Ils se font 500 balles pour ces 3 dates-là. Et ensuite, la semaine d'après, ils sont à Newcastle. Et ils font la même chose là. Et la semaine d'après, ils sont à Leicester, ils font la même chose. Ensuite, ils sont à Liverpool. Et en fait, ils font une tournée. Et en un an, tu revois pas le même comedy club. Et c'est également, ça fonctionne comme ici, avec des passages, c'est-à-dire c'est plusieurs humoristes pendant une session d'1 heure. Ça dépend. Oui, c'est rarement. Enfin, dans les comedy clubs, en tout cas, personne fait 1 heure. C'est impossible. Ça n'existe pas. Il y a que des plateaux. Mais les plateaux, ils sont organisés dans le sens où t'as un mec qui présente, qui commence la soirée. Lui, c'est le moins expérimenté. Il fait 5-10 minutes. Ensuite, il rappelle le deuxième. Le deuxième, il fait 20 minutes. Ah, ça peut monter à 20 Ouais. Par humoriste, d'accord. Ouais. Et le troisième, sur un show, les shows, ils sont jamais de 1 heure. Ouais, ils durent longtemps, en fait. Ils durent 1h30. Ouais, parce qu'il y a une pause et la pause pour aller au bar et chercher à boire. Parce que c'est le principe des comedy clubs, c'est de boire et c'est pas du tout comme ici en fait, parce que ici t'as vu, c'est très cadré quoi. T'as une plombe max, faut pas dépasser. Personne ne se lève, tout le monde regarde et après hop on change de public. Ouais, c'est un peu parce que c'est le théâtre, l'influence du théâtre peut-être. Mais c'est aussi donc en fait sur 1h30, ça dépend, mais la majorité sont organisés comme t'as un mec qui commence, qui fait la chauffe plus un petit passage, on va dire il va faire 10 minutes. Il présente le prochain qui fait 20 minutes. Lui, c'est un mec qui est bien déjà. Et ensuite, le premier, il revient pour présenter le dernier. D'accord. Et le dernier, il fait 45 minutes. Ah oui, donc il y a pas trop de monde. C'est des petits, enfin, ok, moi je voyais plus ça un plateau avec 5-6 humoristes à chaque fois. Ça arrive, il y en a, mais s'il y en a, en tout cas, la grosse différence, c'est quand on a un MC, un présentateur, il revient entre chaque personne. Il y a aucun humoriste qui présente le prochain humoriste. Alors justement, toi, c'est quand ton premier souvenir de comedy club? Parce que tu dis que t'as commencé tard à t'intéresser à l'humour, si ce n'est que par des DVD. Ouais. Alors c'est premier souvenir de comedy club, c'était en 2009, c'était juste avant de venir en France parce que dernière année d'université, je m'emmerdais. Quoi comme université? Ça s'appelait Queen Mary à Londres. D'accord. Et c'était quoi comme discipline? Français, espagnol. J'ai étudié les langues à l'université, ouais, parce que je savais déjà les parler, donc je me suis dit je vais avoir. Vous voulez te barrer de l'Angleterre. Ouais, et puis je me suis dit autant faire un truc que je connais bien comme ça, j'ai pas besoin de travailler. D'accord. C'est un peu mon problème dans la vie maintenant même. Et
et du coup, il y a une soirée d'humour qui se passe au pub de l'université. Ouais. Où il y a 3 mecs qui viennent, ils font ce plateau-là, le 5, 20, 45. Et les 2 premiers, ils étaient assez nuls. Et je me suis dit, ah putain, c'est drôle, ils font, ça c'est leur métier, et puis ça a pas bien marché. Ça c'était avant de commencer à faire de l'humour, où tu dis, maintenant, avec le recul, je dis, bah des fois t'as des soirées qui se passent pas bien parce que le public, il s'identifie pas à toi, etc. C'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est juste parce que le public était pas avec eux ou whatever reason. Et donc du coup là je tape sur internet comment devenir humoriste et je vois qu'il faut faire des scènes ouvertes. Donc je vais en spectateur pour voir des scènes ouvertes à Londres et c'est catastrophique, c'est des scènes ouvertes ici, j'ai l'impression que t'as dû voir des trucs de dingue. Ah là-bas, qui débarque des gens éclatés, bourrés, t'as des mecs qui ouais, un peu, ouais, c'est horrible. Et le niveau, il est à chier surtout. Mais même à ce moment-là, parce que quand t'es public et tu vas dans une scène ouverte, c'est qui les gens? Je sais pas, parce qu'en fait aussi les scènes ouvertes à Londres, ce qui est bien, et je crois que c'est un peu la même chose aux États-Unis, mais je suis moins sûr, c'est que même si c'est une scène ouverte, le dernier qui passe, lui, c'est un confirmé. Donc les gens, ils savent que à la fin de la soirée, on va bien rigoler, mais on va passer peut-être 1 heure ou 45 minutes à voir des nouveaux qui se plantent, et puis nous, on adore ça, on adore voir des gens qui se plantent. Donc je vais en tant que spectateur pour voir quelques scènes ouvertes, et il y en a un où je ramène des potes avec moi, et il y a un mec qui va monter sur scène, il commence à monter avec son ordi portable et 2 enceintes. C'était à l'époque où les ordi portables, les enceintes étaient à chier, donc il avait son genre 2 enceintes qu'il essaye de monter sur scène et c'est tout, il arrive pas, et en fait il ouvre son ordi et il met l'écran de l'ordi devant son visage. Parce qu'en fait, ce qu'il avait fait, il s'était enregistré à la maison en faisant ses blagues, et lui, son idée, c'était de se mettre debout avec l'ordi face au public, et en fait il allait appuyer sur play et son 5 minutes c'était déjà préenregistré, tu vois. Mais il arrivait pas avec la technique, ça fonctionnait pas. Playback, c'est-à-dire que le mec C'est ça. Mais on voyait pas son visage pendant le passage, tu vois. C'est un concept. Ouais, c'est un concept. Il y a beaucoup de trucs concept en Angleterre, surtout avec le festival d'Édimbourg qui est un peu l'équivalent d'Avignon ici. Mais c'est plus gros qu'Avignon. Ouais, c'est beaucoup plus gros. Tous les ans. Ouais, je crois que c'est peut-être pas 10 fois, mais au moins 5 fois plus grand qu'Avignon. Tu l'as été là-bas plusieurs fois à Édimbourg? J'ai été 2 fois à Édimbourg, pas une fois pour jouer pendant le festival et une fois juste pour y aller. Mais donc ce mec-là, il se plante. Tu vois ce mec-là, ouais. Et il ferme l'ordi. Il dit, je suis désolé, j'arrive pas. Et il y a mon meilleur pote qui me fait, mais va demander au MC si tu peux prendre ces 5 minutes, tu vois. Parce que ça moulinait dans ma tête. J'avais déjà un peu une idée de ce que j'allais raconter. T'avais écrit des blagues? Ouais. Mais pas peaufiner, tu vois. C'était juste, j'avais des idées dans ma tête. Je dis, non, je peux pas. Enfin, il me dit, mais vas-y. Et en fait, lui, il va pendant la pause. Et il demande si je peux faire 5 minutes. Et donc, c'était mes premières 5 minutes. C'était à ce truc-là. Et tu parlais de quoi dans cette conversation? Alors, mon sketch, c'était sur la voie du métro à Londres. D'accord. Que tout le monde a fait ici à Paris en arrivant. Donc, je me dis, bon, je la fais plus, cette blague. Mais en gros, c'était le fait que la nana qui fait les annonces dans le métro à Londres, elle a une voix hyper sexy, quoi. Quand elle fait Please mind the gap between the train and the platform. Et je faisais ça, genre imagine, est-ce que dans sa vraie vie elle parle comme ça? Il y a une ligne à Londres qui est le DLR, le Docklands Light Railway, et à chaque fois qu'elle annonce ça, elle fait Change here for the Waterloo and City Lines and the DLR. Et je faisais tout un truc en mode est-ce que tous les acronymes à 3 lettres, elle dit comme ça, genre avec son mari, genre hey, should we watch a DVD? Et j'ai fait tout un truc là-dessus, et c'était le principe était drôle, mais j'avais pas encore la personnalité sur scène, j'étais pas confortable sur scène, donc c'était un peu comme un monologue monotone en fait. Ouais. T'avais jamais joué avant sur scène? Non. Et ça s'est pas mal passé, mais ça s'est pas bien passé non plus. C'était pas genre, c'était pas un silence total. En plus, il y avait 20 personnes dans le public, donc c'était genre. T'as eu des applaudissements comme ça un peu? Non, du tout. Non. Mais en sortant, du coup, personne applaudit en Angleterre. D'accord. On n'applaudit pas les publics en France. Ah, ça n'applaudit pas là-bas? Non, ça rigole en fait. Et donc du coup, c'est vraiment si c'est très très drôle. Et là, quand je dis ça applaudit pas, tout le monde va dire mais ta gueule, j'ai vu les Netflix anglais, puis tout le monde. Oui, dans les théâtres les gens applaudissent, mais dans les comedy clubs ça applaudit jamais. Enfin, c'est pas que ça applaudit jamais. Si c'est vraiment hilarant. Et en France, je trouve que ça applaudit plus que ça rigole. La culture de l'applause en Angleterre, elle est particulière. C'est-à-dire que les gens là-bas applaudissent pas comme ça. Dans les comedy clubs, non, mais dans le foot, oui. Dans plein d'autres trucs, ouais, oui. Ça, mais je crois que les gens, ils rigolent et ils rigolent. C'est pas ici. J'ai l'impression que si ça rigole,
derrière ça applaudit. Et je crois que ça vient aussi de la télé, tu sais, toutes les émissions de télé où ils sont tous autour de la table et il y a un public derrière qu'on voit. Ça aussi, je trouve ça bizarre qu'on voit le public sur les émissions de télé français parce que il y a un mec qui parle, mais t'as un mec derrière qui sont en train de se curer le nez et en fait tu regardes, t'écoutes pas en fait. Donc déjà, mais j'ai l'impression que ça applaudit beaucoup plus dans les émissions françaises où dès que quelqu'un dit un truc qui est une punchline qui est même pas ouf, il y a le mec, le chauffeur de salle qui fait allez on applaudit, allez. Et du coup, ça déclenche, dans les théâtres et dans les comedy clubs, ça applaudit beaucoup plus vite ici. Je me rends compte quand je suis sur scène ici que les blagues sont interrompues par des applauses. Alors après ce passage sur scène, tu fais quoi? Le stand-up est resté dans un coin de ta tête? T'as commencé une vie professionnelle? Bah j'avais déjà une vie professionnelle. J'étais déjà à ce moment-là, je travaillais chez Apple. Ah d'accord, donc t'es rentré comment chez Apple? C'était un boulot étudiant. Je suis arrivé au Apple Store à Londres pendant mes études et j'ai dit est-ce que vous avez des postes? Qu'est-ce que je fais pour mon CV et tout ça? Do you have any jobs? Yeah, have you got any vacant? Do you have any jobs? Et c'était un truc en ligne, donc j'ai postulé en ligne et puis je suis devenu vendeur à temps partiel chez Apple. Et à ce moment-là, donc c'était 2009, j'avais déjà été, j'avais passé 1 an au Québec avec Apple à ce moment-là. Et j'avais passé 4 mois en Australie. Je suis revenu en Angleterre pour terminer mes études et je continue à bosser chez Apple. Donc le truc de la première fois sur scène, c'était pas ouf, mais ça m'a quand même donné envie de réessayer une autre fois. Donc après, c'était un peu comme en France, quand tu fais ta première scène ouverte, il y a souvent quelqu'un d'autre dans la salle qui organise un autre plateau ailleurs et qui dit ouais, ça te dit de jouer sur mon plateau. Tu dis oui, et j'ai fait 8 ou 9 scènes ouvertes à Londres. J'en ai fait un qui est brutal. C'est quoi? C'est dans le Comedy Store, qui est le comedy club, c'est comme le Comedy Cellar aux États-Unis ou le Paname à Paris, tu vois. C'est le lieu mythique quand t'es stand-upper. Et en fait, ils ont une soirée qui s'appelle King Gong. Tu vois, les gongs, ça s'appelle un gong en français, le truc japonais là, quand tu tapes et ça fait. C'est ça. Ouais. Donc il y a ça sur scène. Le principe, c'est t'as jusqu'à 5 minutes sur scène. Mais quand je dis jusqu'à, c'est le but, c'est d'arriver à 5 minutes, parce que dans le public, ils donnent 3 gros cartons rouges à 3 personnes random. Et en fait, s'ils te trouvent pas drôle, ils peuvent lever le carton rouge. Et si toi, t'as 3 cartons rouges, le mec, il te gongue et tu dégages. Et si t'arrives à faire 5 minutes, les 4, et là, il y a genre 30 humoristes qui passent. C'est 5 minutes, parce que souvent, moi, je l'ai fait, j'ai duré 42 secondes, je crois, avant qu'on me dégage. Ou 1 minute 42 peut-être. Et en tout cas, si tu arrives à 5 minutes, après les 5 personnes qui arrivent à faire 5 minutes, à la fin, ils ont 1 minute pour faire une blague et c'est le gagnant, le plus marrant de ces 5 qui a le droit de faire 10 minutes sur un vrai plateau un autre soir. Et toi, tu t'es pris 3 cartons rouges. Ah, moi je me suis pris 3 cartons rouges direct, horrible. Et j'ai récupéré la vidéo de ce passage-là. Je crois que c'était ma 4e scène. Et quand t'es devant 400 personnes dans un comedy club. Ah, ils sont 400? Ouais, c'est genre le public, il est là juste pour envoyer chier les gens sur scène. C'est comme un théâtre? Enfin, non, c'est un comedy club, mais à 400 personnes. Une grosse salle. C'est un gros pub, en fait. Ouais, en fait, c'est imagine ici. Là, on est au Paname. Là, on est au Paname, dans le sous-sol. Imagine ici, mais tu pousses les murs, en fait. Tu pousses les murs 2 fois plus longs, 3 fois plus larges et c'est pas beaucoup plus haut, hein, en termes de plafond. Mais il y a un petit peu un deuxième niveau donc il y a des. C'est un gros point virgule, on va dire. Tu vois, point virgule. Ouais, non, parce que le point virgule, c'est un théâtre. Donc, et ça a une ambiance de théâtre avec les. Quand même près du sol. C'est près du sol. Le plafond, il est bas. C'est vraiment ici, mais plus grand. T'es entouré des gens. Ouais, c'est à 180, ouais. Et les gens, quoi, ils font des ouh, ici, Ouais, c'est violent. Ça participe à fond, quoi. Les gens dans le public, ils t'éclatent, quoi. Mais c'est ça. Mais, et du coup, ça donne, tu vois, en France, dès qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça dans le public, ça fait de l'actualité. Genre, Donald Jackson se fait traiter de sale noire dans son public à Nice. Ça fait des actus de partout. Il y a Emmanuel Macron qui l'appelle. Enfin, c'est tout un bordel. Et en Angleterre, ça arrive 4 fois dans ton passage, en fait. Parce que Boris Johnson va pas appeler parce que tel s'est fait éclater sur scène, quoi. Non, du tout. Parce que ça fait partie de la culture du stand-up en Angleterre. C'est le public, il est vénère. Donc si t'es pas préparé, tu meurs. Et c'est sûr que c'est une des raisons pour laquelle j'ai un peu de l'appréhension de jouer là-bas pour un public anglais. J'ai déjà joué là-bas, mais pour les expats français, ça se passe très bien. Mais du coup,
je crois que ça te forme en tant qu'humoriste. T'es prêt à si vous voulez voir un exemple de ça, il y a un gars qui s'appelle Jimmy Carr, qui est sur Netflix. Mais si tu tapes Jimmy Carr comme une voiture, mais avec 2 R, sur YouTube, il y a des compiles de lui pendant son spectacle entier devant 3000 personnes au théâtre, où il se fait huer pendant le spectacle et il a des retours, quoi, tu sais, des genre ouais ta mère tu sais carrément, il rentre dans l'art des gens. Lui son délire c'est d'encourager les gens à essayer de le tacler sur scène. Il fait des interactions mais c'est même pas des interactions, c'est genre les gars, maintenant vous avez 5 minutes pour m'insulter. C'est hardcore, quoi. Et donc il y a un mec qui dit qui gueule genre t'es pas marrant ou un truc comme ça. Ouais. Il dit en gros comment ça je suis pas marrant. Il dit ouais je suis pas marrant. Il dit tu sais ouais je suis d'accord avec toi. Et tu sais en gros c'est genre tu sais je savais que t'allais me dire ça parce que ta mère m'a prévenu hier. Elle m'a dit mon fils va être là, et après il s'interrompt et il se retourne comme s'il se faisait prendre par derrière, tu vois, et comme si c'était la mère. Il dit non mon fils va être là, il est vraiment chiant, tu vois. Et puis après le public il éclate, c'est tel et donc il a je crois qu'en Angleterre ils ont vraiment cette culture de gueuler des trucs, parce qu'en vrai nous on est sur scène, on n'est pas les plus drôles. On est c'est juste qu'on a eu le courage de faire des scènes, de prendre des bides, personne rigole, de travailler les blagues, de refaire, mais en vrai, quand tu vas au bar, au café ou en soirée entre potes, tes potes sont plus marrants que toi. C'est juste que eux, ils font des tafs boring, parce que la société a dit, bah, il faut que tu ailles travailler dans un bureau 9-5. Alors, mais il y a plein de gens beaucoup plus marrants que beaucoup de gens sur scène. Le Pitch Club. Alors justement, c'est à quel moment que tu t'es dit que l'humour c'était ta voie et que t'allais arrêter de travailler chez Apple? Apple en gros, quoi, pour aller. Donc ça c'est vers début 2000. J'ai quitté Apple en mai 2015, mais ça faisait quelques mois que ça moulinait. Donc ça faisait 2 ans et demi que j'étais sur scène, que j'avais commencé ici. Parce que quand je dis que je débute sur scène, c'est vraiment en France, parce que tu t'installes en France, tu bosses chez Apple et en même temps tu dis je vais tenter le stand-up. Ouais, donc je suis arrivé en France en 2009. J'avais fait mes 9 scènes ouvertes à Londres. Je suis arrivé en France et j'ai rien fait pendant 4 ans. Et donc 2013, janvier 2013, c'était un peu une résolution nouvel an, comme on fait tous, genre ouais je vais faire du sport, ouais je vais arrêter de fumer. Moi c'était genre je vais essayer de refaire du stand-up. Donc là je tape stand-up comedy English Paris et je vois Sébastien Marx, qui est le seul à l'époque qui faisait un plateau anglophone. Donc je lui demande si je peux jouer sur son plateau. Il dit oui, je joue. Je crois que c'est le 4 janvier 2013. Et ensuite, je fais un autre plateau dans la même salle. C'était au Sogymnase à l'époque. Je fais un plateau français. Il y a Soun Dembélé qui gère le Underground Comedy Club à l'époque, qui est toujours un truc. Il me dit ouais, j'ai un plateau dans un autre endroit. Donc un peu ce truc des contacts. Et après, je crois au bout de 2-3 mois, je suis arrivé ici au Paname, au Labo du Rire à 18h. Je sais pas si ça se fait toujours, les Labos du Rire. Ouais, ça existe toujours. Et où il fallait ramener des gens, il me semble. Oui. Oui, on demande toujours la première fois. Oui. De ramener ouais, donc j'ai ramené ma femme et je crois que c'était tout, parce que en fait tout le monde que je connaissais à l'époque ici en France avait des vrais boulots qui terminaient à 18-19 heures. Donc ils pouvaient pas être là. Et en gros, je négocie un peu un truc, ouais, je fais quelques plateaux ici. Et donc ça faisait 2 ans et demi que je faisais ce truc de faire des plateaux, des scènes ouvertes en français et en anglais. Et à un moment donné, je voyais qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose, mais j'avais pas le temps parce que je bossais chez Apple et en fait, mon boulot à l'époque, je voyageais, j'étais pas à Paris 6 mois de l'année. Mais pas 6 mois à Paris et 6 mois à l'étranger, c'était 3 semaines par là, 1 semaine par là, 4 jours par là. Tu voyageais énormément par rapport à ton travail. Ouais, c'est ça. Je partais souvent aux États-Unis, j'allais en Espagne, partout en France aussi. Et donc j'avais pas je crois que c'était un boulot 9-5. Tu peux dire, bah cool, les soirs je fais du stand-up, la journée je travaille. Et tu peux monter un spectacle et limite tu peux jouer ton spectacle pendant que tu travailles, parce que si ton spectacle il commence à 20h, t'as le temps de finir le boulot, venir au théâtre. Moi mon truc c'était que j'étais tellement partout dans le monde, j'arrivais pas à monter un truc et me dire tous les jeudis je vais être dans telle salle à faire mon spectacle, je pouvais pas. Donc c'est là où j'ai eu
le truc de qu'est-ce que je fais en fait. Et c'est là où je démissionne. Tes collègues étaient au courant que tu faisais cette double vie un peu? Ouais, mes collègues proches, ouais. Et du coup, vers la fin, enfin, pendant que je commençais, les deux, genre, je me souviens très bien d'un voyage en Chine pour le boulot. On était là-bas une semaine, et j'avais trouvé un comedy club en anglais à Shanghai qui s'appelle The Kung Fu Comedy Club, évidemment. Ouais, de ouf, hein. Et du coup, je me réserve une scène ouverte le mardi. Et je joue et mes collègues ils sont venus, on était 5, ils sont venus voir et puis ça s'est hyper bien passé. Et après le mec du club il m'a dit reviens samedi pour un truc payant. Donc je reviens le samedi, je fais un autre truc payant et puis j'ai gardé les dollars, enfin pas les dollars, les yuan. Je crois que c'était 400. Donc c'était 2 billets de 200 yuan à la maison. J'aime bien garder, j'ai gardé tous les premiers devises de ce que j'ai gagné en stand-up. Donc j'ai gardé le premier 1,20€ que j'ai eu dans un chapeau, les premières 5 livres que j'ai eu. C'est quoi? C'est comme des petits trophées? C'est même pas des trophées, c'est juste un truc, je me dis, ah ouais, donc j'ai gagné de l'argent en dollars américains, en dollars canadiens, en yuan, RMB, on dit en anglais, enfin, ouais. Je sais pas, c'est juste une collection que j'ai, ouais. J'ai encadré les €20 que j'ai, le premier €20 que j'ai gagné dans une scène qui existe plus, qui s'appelait le Calamity Joke. Les 2 pièces, il y a la pièce d'1€ et de 20 centimes. 1€ et de 20 centimes, ouais. Tu les as mis dans un cadre? Et je les ai mis dans un cadre, ouais. Parce que je me souviens la première fois, en fait, c'était horrible. Il y avait 5 personnes dans le public et sur scène, on était 5. Il y avait moi, Tania Dutel. Non, on était 4. Moi, Tania Dutel, Adrien Arnoux et Franck Brusset. Et on a partagé un billet de 5€. C'était dur, là. En 4. Ouais. Donc, on a été au bar et puis, parce que, en fait, les 5 dans la salle se connaissaient, c'était un groupe. Et du coup, c'était les... Prends 1,20€. Ouais. Prends 1,20€. Et je me souviens, c'était, je me rappelle plus la date, mais c'est en avril 2013. Ouais. Donc 4 mois après, je commence et c'était genre, putain, ça fait que 4 mois que j'ai commencé et j'ai gagné mon premier. Je suis un humoriste professionnel. Je gagne de l'argent en faisant ça et je l'ai gardé exprès parce que je me dis si jamais un jour je gagne vraiment ma vie avec ça, je pourrais regarder ce truc-là en mode. À un moment donné, j'ai gagné 1,20€. Ouais, et j'étais content. Started from the bottom, now we are, comme dit. C'est ça. Et t'avais pas peur à ce moment-là en disant, quand même, ça gagne pas beaucoup. Va falloir. J'avais pas peur parce que c'était le début, donc je me suis dit c'est déjà cool qu'après 4 mois je gagne de l'argent. En Angleterre, tu gagnes, je crois, il y a pas de chapeau, ça existe pas. À part dans le festival d'Édimbourg, tu fais des scènes ouvertes, les gens ils payent, mais t'es pas payé toi en tant qu'humoriste. C'est tout pour le mec qui organise. Tu fais ta promo en fait, tu fais ta pub. C'est ça. Bah tu fais même pas la pub parce que t'as rien à. Essaie de te faire connaître. Voilà. C'est ça. Donc je me suis pas dit c'est dur, ça gagne pas beaucoup d'argent, c'était juste c'est le début. Psychologiquement moi j'étais hyper content. Le switch de changer de l'un à l'autre, d'un truc confortable, de truc Apple, une vie confortable, réglée et de passer à l'inconnu quoi, tu vois. Ouais, mais c'était plus excitant qu'autre chose. D'accord. Il y avait un peu cette appréhension de genre OK, si je commence pas à gagner ma vie au bout d'un an, je vais commencer à galérer un peu. Mais comme j'étais, ma femme, elle m'a soutenu avec tout ça, donc elle s'est dit, au pire, tu vois, si on s'organise pour. Toi, t'en avais besoin. Tu sentais qu'il fallait y aller, quoi. J'avais juste peur d'arriver à 65 ans chez Apple, d'être retraité de là-bas et me dire putain, et qu'est-ce qui serait passé si j'avais essayé de faire ça. Je voulais pas avoir le regret d'avoir pas essayé. Donc je me suis dit, je me donne 3 ans. Si en 3 ans ça fonctionne pas, je me dis, je suis pas assez marrant, fuck it. Je pars sur autre chose. Le film Le Cercle des Poètes Disparus, tu le connais bien, je pense. Non, je l'ai jamais regardé. Parce qu'il y a une phrase dans ce film-là qui dit Carpe Diem, en gros, où le professeur dit à ses élèves, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est sur le théâtre. Ok. Non, je l'ai jamais vu. C'est avec Robin Williams. Tu le regardes, ouais. Faut que je le regarde. Tu vas kiffer. Alors après, il y a quelque chose qui a compté un moment dans ta carrière, qui t'a en quelque sorte lancé, c'est la fameuse vidéo de la bise. Ouais. Alors, tournée ici même au Paname. Tournée au Paname. Alors raconte-nous un peu la genèse de cette vidéo, comment c'est arrivé, et ce que ça t'a apporté. Donc le sketch de la bise, c'était quelque chose que je faisais sur scène. C'était un des premiers trucs que j'avais repéré en France, qui était drôle par rapport à moi en anglais. Donc je racontais ça sur scène et ça a pris 2 ans et demi avant que ça commence à bien fonctionner.
Et une fois que ça commence à bien fonctionner, c'est le truc avec le truc que tu fermes en fait. Tu fermes. Ouais, tu fais ça quand tu as envie de détruire une salle parce que tu sais que ça a bien fonctionné. Et à l'époque, ici au Paname, il y avait un plateau anglophone qui était géré par un gars qui s'appelle Robert. Ouais, Robert Owen. Robert Hain. Et French Fried Comedy. French Fried Comedy, c'était la soirée. Bonjour Robert, si jamais. Ouais. You listen. What's up? What's up? Il doit sûrement Minnesota. Et lui, il me dit, j'ai besoin de faire une promo parce qu'il y a pas grand monde qui arrive au show. Enfin, j'ai envie de faire une vidéo pour inciter les gens à venir à ce plateau-là. Et je sais pas exactement comment c'est arrivé, mais en gros, il y avait l'idée de la bise, de genre, ouais, bah, ce sketch-là, il est cool. Mais au lieu de le filmer moi sur scène avec le public, qui aurait été peut-être une bonne idée pour faire la promo pour un spectacle, vu que on voulait faire la promo pour un spectacle. Moi, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de pubs en Angleterre. Il y a eu une pub en particulier que j'ai kiffé, et c'était une pub filmée en plan séquence où c'est Kevin Bacon, tu vois, l'acteur qui fait une pub pour un réseau cellulaire. Et il dit, il face cam, hi, my name's Kevin Bacon, bla 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 bla, et puis il explique les avantages de ce truc-là. Et il marche dans la rue, et c'est tout filmé en plan séquence. Et il a un peu d'interaction avec les trucs autour. Il y a un chien qui arrive, et je sais pas, j'avais ce truc depuis toujours. Je suis hyper fan de plans séquences dans les films. Et je me suis dit, faisons ça, filmons le truc en plan séquence, pas sur scène, mais moi qui parle à la caméra, et ça fait un peu comme du stand-up où tu parles au public, et j'interagis avec les gens dans le truc. Donc à la base, on allait peut-être faire dans un appartement parce que la majorité du sketch, c'est par rapport à quand tu vas dans une soirée française, tu dois faire la bise à tout le monde, se taper la bise, bonjour, au revoir, salut, félicitations, bon anniversaire, bonne année. Enfin, à chaque fois, il y a un truc où on fait le tour de bise. Mais au final, on n'arrivait pas à trouver un endroit où en plan séquence ça pourrait marcher de l'extérieur pour l'explication et rentrer à l'intérieur. Couloir, en fait. C'est ça. Et donc du coup, on s'était dit pourquoi pas le faire ici. Et au lieu de faire une soirée chez des potes, je fais genre une soirée dans un bar. Et c'est comme ça que le truc est arrivé. On est venu et on l'a filmé, je crois, on l'a fait 12 fois. C'est la 12e prise qui était la bonne. Oui, parce que comme c'est un plan séquence. Oui, il y a plusieurs éléments. En fait, il y a plusieurs personnes qui apparaissent, qui disparaissent. En fait, t'avances au fur et à mesure. Surtout que à l'époque, il y avait pas d'argent derrière ce projet-là. Donc, on avait 5 figurants, des potes humoristes et des potes qui faisaient des scènes et tout ça. Et en fait, si vous regardez re-regardez la vidéo, quand je rentre dans le Paname et je dis hi, my name's Paul Taylor, il y a des gens assis aux tables à l'entrée. En fait, il y a un moment donné où quand je parle, la caméra, elle va vers la télé pour faire les 3 mecs français. À ce moment-là, les 5 personnes qui étaient assis, eux, ils font le tour. Ils sortent par l'entrée principale et ils reviennent par la porte derrière et ils se réinstallent pour la prochaine scène. Donc en fait, c'était les mêmes figurants en plus. Donc il y avait toute une chorégraphie à faire pour cette vidéo-là et ouais, c'était ça l'idée et derrière, comment ça on l'a mis sur la chaîne de Robert sur French Fried Comedy. Oui. Au bout de 4 jours, il y a eu 1000 vues. Donc nous, on était hyper contents parce qu'à ce moment-là, c'était le truc le plus vu qu'on avait jamais fait. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer après? Un truc de fou, là. Il y a un autre humoriste qui s'appelle Urbain qui travaille chez Topito. Qui me dit est-ce qu'on peut partager cette vidéo sur Topito? Je dis ouais, si vous voulez. Enfin, il me dit ouais, ok. Qui a un gros site. Et donc à l'époque où ils partageaient des liens YouTube et ça faisait le petit truc. Là, ils font plus ça. Avec tous les algorithmes, c'est un peu anyway. Ils partagent ça. Donc ça, c'est au jour 4 où on a 1000 vues et au bout de jour 7, il y a 1 million. Donc en 3 jours, un peu grâce au boost de Topito, ça fait le tour de l'internet. Et jour 9, j'ai un message de Canal+ qui me font on adore ce que tu fais. Attends, t'as raté BBC. C'est avant ou après? Non, c'est pendant tout ce truc-là. Donc jour 7, il y a eu on en parle à un moment donné, quoi. C'est vrai que on était numéro 1 dans les vidéos les plus vues sur la BBC News, sur l'actualité BBC. En fait, je crois que c'était un bon timing, pas fait exprès, mais du fait que les attentats à Paris sont passés 1 mois et demi avant ça. Donc l'ambiance à Paris était pas ouf. L'ambiance en France était pas ouf. Paris is no longer Paris. Tu sais, les phrases des Américains et tout ça. Et je crois que là, il y avait un truc qui sortait où
C'est un Anglais qui se foutait de la culture française. Et les Français étaient là, on est de retour, notre culture, on a la bise. Ouais, vous, les enculés d'anglophones. Et du coup, je crois qu'il y avait une fierté de culture française qui est sortie en France, et aussi une intrigue de l'Angleterre et des États-Unis, des actualités qui se disaient, ah ouais, enfin, en fait, il y a toujours de l'humour en France après les attentats qui se sont passés il y a un mois et demi. Donc je crois que c'était un bon timing. Après, je pense que si la vidéo était sortie 7 mois plus tard, ça aurait peut-être eu le même truc, mais je crois que ça a ajouté un peu plus l'exposition, en tout cas, de l'actualité internationale. Alors, Canal Plus de contact et oui. Et ouais, ils me font, on aime ton délire, est-ce que tu veux nous rencontrer? Et moi, ça faisait 8 mois que j'avais démissionné de chez Apple. Et donc, je me suis dit, bah, grave, enfin, quand t'es un humoriste débutant et t'as une des chaînes principales qui t'appelle pour une réunion, bah, t'y vas. Et après, on a discuté un peu, on a passé des mois et des mois à avoir des réunions, et à bâtir le concept de la mini-série What the Fuck France. What the Fuck France aussi, qui a donc la série. Après, il y a eu le spectacle, t'as fait un spectacle de stand-up et là justement ce que tu disais par rapport à Canal+, donc c'est vrai que ça t'a aidé en même temps. Ce que tu dis maintenant à posteriori, c'est vrai que c'est compliqué de monter des projets avec la télé, que maintenant quand t'as internet tu peux facilement lancer ton donc c'était vraiment en fait j'ai eu énormément de chance que ils m'ont dit oui pour le projet et que le projet fonctionne bien. Et donc du coup What the Fuck ça c'est bien reçu, surtout c'est hyper bien produit. T'as fait beaucoup de numéros What the Fuck. On en a fait 34. Ouais, 34. C'est et chacun coûte 15 000 balles. 15 000 euros. Et donc du coup c'est pas un truc que moi maintenant j'ai pas 15 000 balles par épisode. Non, bien sûr, pour c'est faire le coût de production pour payer le. Ouais, mais c'est peu pour la production télé, parce que tout le monde qui travaille dessus, on est tous jeunes, on est tous, tu sais, les monteurs, les cadreurs, les chefs op, le gars du son, enfin tous des gars comme nous, un peu jeunes, un peu, on a soif. Tu sais, c'est pas des techniciens qui ont 60 ans, qui sont là, ouais, ton truc pour 200 balles va te faire enculer. Enfin, tu sais. Et je comprends, mais donc du coup on avait tous soif pour ce truc-là, donc c'était juste, ça avait bien marché. C'est juste que maintenant, forcément, comme je suis à mes propres moyens, j'ai pas les moyens de produire un truc aussi bien visuellement. Donc du coup c'est un peu le truc bâtard où j'ai commencé très haut, et donc du coup la barre était hyper haute en termes de qualité de production. Donc si maintenant je fais des face cam à la maison en mode salut, j'ai envie de vous parler d'un truc qui m'énerve. Bah du coup la qualité elle est nulle, je suis à la maison, j'ai pas les mêmes moyens que j'avais avec Canal+, mais ça a été une expérience vraiment très très cool. Et ça t'a aidé sur le stand-up en même temps, c'est-à-dire que le fait de produire régulièrement des contenus pour la télévision. Toi, au niveau de la scène, qu'est-ce que ça t'a apporté derrière? Du public. C'était vraiment quand j'ai lancé mon spectacle en même temps que la vidéo de la bise, et tout de suite c'était complet. Et en gros c'était complet les 3 ans que j'ai joué le spectacle. C'est franglais, hein. C'est ça. C'est le premier spectacle qui était moitié français, moitié anglais. Ouais. Et j'ai eu la chance que depuis la première date c'était complet. À part 2 dates, une à Saint-Étienne et une à Hyères dans le sud. Toutes les dates étaient complètes jusqu'à la fin de la tournée début 2019. Ouais, je t'avais vu au Bataclan, sur scène, et ce qui est assez marrant, c'est que tu parles moitié français, moitié anglais, et même quand tu parles en anglais, en fait, c'est très compréhensible parce que quand on voit les Anglais en général, ils ont un accent assez bizarre. Dans la salle, il y a beaucoup d'anglais quand tu vas. Non, en vrai, dans les salles, je dirais qu'il y a 90% de français et 10% de pas français. Et dans les pas français, il y a peut-être 10% d'anglais. Donc sur 100 personnes, il y a 90 français et il y a peut-être un anglais dans la salle. Mais il y a 9, il y a un allemand, il y a un suédois, il y a un marocain, il y a un chinois. Enfin, c'est vraiment les expats en France qui viennent. Après, ça dépend des fois il y a des spectacles où il y a un groupe. Récemment, j'avais un groupe de gens qui étaient de Disneyland. Parce que évidemment là-bas c'est beaucoup d'étrangers qui viennent bosser à Disney et du coup ils se sont passés le mot et ils viennent genre à 10 au spectacle et c'est toujours les meilleurs spectacles parce que eux ils sont vraiment de bonne ambiance et du coup ça quand il y a 10 personnes qui ont envie de rigoler encore plus fort que tout le monde, bah tout le monde rigole plus fort. Je sais pas, il y a un truc cool avec ça. Et un nouveau spectacle en prévision? Bah il est en cours, c'est pas le nouveau, c'est le nouveau ancien dans le sens où je l'ai commencé en 2019
en automne 2019. Comment tu l'as appelé ton spectacle? Le deuxième? Ouais. Deuxième, il s'appelle So British ou presque. Et juste savoir, est-ce que justement il y en a qui ont fait des spectacles en live depuis Internet? Et toi, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes faire, que tu pourrais faire? Ou tu vois, pour toi, le spectacle, c'est uniquement avec des vrais gens dans la salle? Je crois que ça me dérangerait pas de faire un spectacle, mais il faudrait que ça soit devant un écran avec des gens en Zoom, tu vois, pour au moins avoir une base d'interaction. Je pourrais jamais faire ça dans une salle vide tout seul, parce que t'as besoin d'une réaction du public. Tu fais des blagues, si ça rigole pas, ben c'est un peu bizarre. Ouais. Donc s'il y a un mur géant de gars sur Zoom où tu peux, je crois qu'en fait c'est ce qui est, je l'ai fait une fois, pas pour mon spectacle entier, mais pour un plateau où on voyait les gens à l'écran. Et ce qui est mieux entre guillemets que dans une salle, c'est que tu vois les gens dans leur intimité. Donc tu peux te foutre de la gueule du mec machin qui est habillé, je sais pas. Dans une salle, tout le monde est pareil, tout le monde est dans la même salle et donc tu sais pas ce qu'ils font dans la vie, tu sais pas. Mais là, quand tu vois à l'écran derrière, il y a un poster de Iron Maiden ou je sais pas trop quoi. Donc il y a un petit truc en plus avec l'interaction du public, mais s'ils sont chez eux. Tu peux faire un petit peu d'impro, quoi. Il y a peut-être un mélange à faire entre les deux, en fait, avoir un écran géant avec des gens sur Zoom et un public en vrai. Parce que t'imagines faire un spectacle comme ça en mettant des gens derrière et en interaction? Ça pourrait être cool. Ça pourrait être sympa parce que bon après ça revient au ce que j'ai dit à la télé française où t'as le public derrière, donc t'es focalisé sur le mec derrière plutôt que la personne qui est en interview. Donc là sur scène ce sera la même chose. Tu leur dis prenez des cartons rouges et si ça marche pas vous le levez, je me casse au bout de 2 minutes. Une dernière question Paul pour moi, ça concerne la langue anglaise. Tu joues en français. Est-ce que à terme t'envisages de rejouer en anglais, mais que du anglais? Ouais, c'est un truc que j'ai en tête depuis un moment, c'est de me dire pas forcément en France. Après, je pourrais peut-être faire un spectacle uniquement anglophone en France, mais si je fais de l'anglophone, j'ai envie que ça soit pour des anglophones. Overseas. C'est ça. Et du coup, oui, mais du coup, le spectacle, il serait complètement. Je crois qu'il y a un truc à faire un spectacle sur les Français. Par quelqu'un qui habite en France, mais en anglais. À dire aux autres de là-bas. C'est ça, un peu, pas du tout dans la même veine, mais en fait, le problème avec mon spectacle actuel, je pourrais pas le traduire en anglais, parce que les références sont beaucoup trop françaises. Tu vois, quand je vais parler de Kenji Girac, personne en Angleterre sait qui c'est. Donc, en fait, tout doit changer. Et surtout, si je parle de la France, il faudrait remonter un niveau de tu vois, comme la série Emily in Paris, où c'est vraiment la surface. Ils rentrent pas dans aucune, pour que les Américains se disent, oh my God, Paris. Oh my God. Oh my God, Paris is so beautiful. Oh my God. Croissant avec le beurre. Ouais, c'est ça. Donc il faudrait ressortir et puis plus avoir une vue globale sur le. Qu'est-ce que t'as pensé de la série Emily in Paris? J'ai regardé le premier épisode et puis j'ai éteint. T'as halluciné? C'était trop stéréotypique. C'était trop. Je comprends pourquoi ça plaît aux Américains ou aux étrangers parce qu'ils voient Paris. Déjà aussi, c'est la carte postale. Ouais, et puis en plus, on n'avait pas le droit de voyager à ce moment-là. Ouais, donc c'est la carte postale. Quand on peut pas voyager, ça donne, c'est un sacré coup de marketing. Je sais pas si genre Paris, Île-de-France, tourisme était dans un des fonds des fournisseurs d'argent, investisseurs, je voulais dire, dans le truc, mais je crois que ça a beaucoup donné envie comme Sex and the City, tout le monde voulait aller à New York en fait, pour vivre la vie des 4 nanas à New York, et du coup t'arrives et tu vois des rats et tu fais c'est pas la même ambiance en fait. Ouais, à Stalingrad, Ouais, c'est pas vraiment Emily in Paris. Made in Jaurès. On n'y est pas vraiment. Bah Ok. écoute Paul, merci. Merci d'avoir été à vous, avec c'était nous. vraiment cool. Génial. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous, puis on vous écoute on vous rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Restez à l'écoute et bonne soirée, bonne journée revoir. pour ceux qui nous écoutent. Au revoir. Bye. Le Pitch Club.